Bonjour à tous. Alors, je voudrais aborder la partie B du chapitre sur l'évolution de l'homme. On a vu en partie A que l'homme faisait bien partie des primates. Maintenant, en partie B, on va se focaliser plutôt sur le genre Homo et on va essayer de construire un arbre phylogénétique de la lignée humaine. On verra que ce n'est pas si simple. Alors, dans une première partie, je vous propose de regarder comment déterminer si un fossile peut être considéré comme un hominisé, donc faisant partie des genres Australopithèque, Paranthropus ou Homo, et plus spécifiquement ensuite, quels sont les caractères qui permettent de déterminer si un fossile fait partie du genre Homo. Alors, ce qu'il faut faire, c'est rechercher la présence de caractères dérivés, donc des innovations évolutives, spécifiques aux homininés, et puis ensuite, plus spécifiquement, spécifiques du genre Homo. Alors, petit rappel, parmi les primates, on a la superfamille des hominoïdes, ceux qui n'ont pas de queue, des orbites fermées et des narines rapprochées. Dans cette superfamille, on va retrouver les hominidés, ici, qui vont se distinguer parmi les hominoïdes par des petites différences moléculaires. Alors, on retrouve donc les gibbons, les siamangs, les orang-outans, la lignée humaine et le genre Homo, les chimpanzés et les bonobos, et enfin les gorilles. Et nous, on va s'intéresser particulièrement aux hominidés, donc Homo et lignée humaine. Alors, un premier exemple de fossile que nous avons trouvé, qui a été trouvé par les paléontologues plutôt, ce sont les australopithèques. Alors, voilà un exemple de crâne qui a été identifié. Alors, les australopithèques ont vécu sur Terre entre il y a 4,1 millions d'années et 2,1 millions d'années selon les espèces. On les retrouve essentiellement en Afrique de l'Est, notamment Éthiopie, Kenya et Tanzanie. Les caractéristiques qu'ils présentent sont notamment un angle facial que vous avez mesuré en TP aux alentours de 56 à 75 degrés selon les espèces, un trou occipital plutôt vers l'arrière, qui va être ici, une mâchoire en U, donc là c'est une caractéristique plutôt en U, et un volume cérébral relativement faible, 380 à 430 cm3. Voilà à quoi pouvait ressembler la face d'un australopithèque. Alors, si on regarde quelques données complémentaires, notamment en se basant sur le squelette de Lucie, découverte en 78, qui est âgé d'environ 3,2 millions d'années, on peut voir que son fémur est incliné comme celui de l'homme, contrairement à celui du chimpanzé, ce qui indique qu'elle avait un fémur, une orientation du fémur adaptée à la bipédie. Elle était capable de marcher sur deux jambes. On estime d'ailleurs que Lucie était bipède à entre 40 et 60% du temps, quadrupède entre 10 et 20% du temps, et elle savait aussi bien grimper et monter aux arbres. L'homme est essentiellement bipède, évidemment, et le chimpanzé, lui, va être plus capable de quadrupédie et de monter et grimper. Voilà un peu la démarche que pouvait avoir Lucie. Donc à noter, Lucie et les autres australopithèques possèdent des innovations évolutives spécifiques à l'humanité, notamment la bipédie. Mais elle n'en a pas suffisamment pour faire partie du genre Homo. Son cerveau est considéré comme trop petit, le trou occipital est plutôt orienté vers l'arrière, par exemple. Alors, regardons une espèce du genre Homo, Homo habilis. Voilà le crâne d'Olduvai, qui est daté de 1,7 million d'années. Alors, les Homo habilis ont vécu sur Terre entre, on va dire, 2,5 millions d'années à 1,4 million d'années. Les dates sont difficiles puisque, selon les fossiles, selon les fragments de fossiles qu'on trouve, il n'est pas facile de déterminer toujours l'espèce à laquelle on a affaire. Alors, il est réparti aussi essentiellement en Afrique, et en Afrique de l'Est, donc, et en Tanzanie. Les caractéristiques des fossiles retrouvés sont un angle facial entre 65 et 68 degrés. Un trou occipital, cette fois-ci, qui est centré. Une mâchoire parabolique.
un volume cérébral moyen, donc plus gros que les australopithèques, mais encore loin du volume d'Homo sapiens. Un bassin et un fémur qui montrent une bipédie permanente. Ici, le fémur est incliné, le bassin est court et évasé. Hop là. Regardons une troisième espèce, Homo erectus, espèce plus récente encore, qui a vécu sur Terre entre moins 1,8 million d'années et moins 300 000 ans. Sa répartition géographique, cette fois-ci, c'est l'Afrique, l'Asie, l'Indonésie. C'est la première espèce qui sort d'Afrique pour se rendre en Chine et en Indonésie. Alors, cette fois-ci, l'angle facial est de 75 à 81 degrés. Le tronc occipital est centré. Volume crânien entre 850 et 1100 cm3. Une mâchoire parabolique. Un bassin et un fémur qui montrent une bipédie permanente. En fait, on trouve de plus en plus d'innovations évolutives spécifiques à l'humanité chez ces espèces. On va donc regrouper un certain nombre de caractéristiques qui vont caractériser les espèces du genre Homo. Donc, le genre Homo regroupe l'homme actuel et quelques fossiles qui se caractérisent par une face réduite, un dimorphisme sexuel peu marqué sur le squelette, et un style de bipédie avec tronc occipital avancé, vers le centre du crâne, et une aptitude à la course à pied, ainsi qu'une mandibule parabolique. Voilà les 4 caractéristiques que vous devez connaître pour le genre Homo. On peut rajouter à cela la production d'outils complexes et des pratiques culturelles variées associées au genre Homo. Mais ce n'est pas exclusif. On a vu déjà que les chimpanzés utilisaient des outils et avaient des pratiques culturelles qui leur étaient propres. Alors, je vous propose de passer au petit 2, représentation de l'arbre phylogénétique de la lignée humaine. On va voir que c'est assez complexe. Alors, si on replace sur une échelle chronologique les fossiles les plus importants retrouvés actuellement, on voit que le fossile le plus ancien, qu'on appelle Toumaï, tout simplement, que c'est l'Anthropus chadendis, date de 7 millions d'années. Et on peut voir aussi qu'il est difficile de connaître la durée de vie des espèces, car les fossiles sont évidemment très rares. Alors, dans un premier temps, on retrouve essentiellement des formes australopithèques, puis apparaissent des espèces du genre Paranthropus, ici, et enfin, le genre Homo, qui apparaît à partir de 2,5 millions d'années, à peu près. Homo ergaster, Homo georgicus, Homo erectus, etc., jusqu'à trouver Homo sapiens, la seule espèce actuellement présente. Alors, qu'est-ce qu'on constate? C'est que l'évolution ne s'est pas faite de façon linéaire et régulière. Il existe plusieurs espèces d'hominidés sur Terre au même moment. Et donc, on n'a pas une lignée. Cette représentation, où on part du singe et on arrive au magnifique Homo sapiens, est totalement fausse. Vous le comprenez, j'espère. Les différentes formes présentent des degrés d'évolution différents, plus ou moins adaptés à la bipédie, utilisant ou non des outils. Il faut donc essayer de dessiner un arbre, et c'est ce qu'on appelle le caractère buissonnant de la ligne. Alors, sur une échelle de temps aussi fine, il est difficile d'établir les relations de parenté, surtout qu'on a peu de fossiles. Ils sont souvent très incomplets et rares. Voilà ce que ça peut donner. Si on représente Toumaï, cette fois-ci, une échelle de temps qui va de bas en haut. Toumaï qu'on a trouvé il y a 7 millions d'années. Aurorine, deuxième fossile, le mieux conservé, celui-là il est daté de 6 millions d'années, donc il y a 1 million d'années s'est écoulé entre les deux fossiles les mieux conservés, les plus anciens. Quel lien de parenté y a-t-il entre ces deux espèces? En fait, on sait. Je vous invite à aller sur ce site, lâcher le code, pour voir cette animation se créer à partir d'un seul fossile. Vous allez pouvoir voir comment on essaye de mettre des liens de parenté entre les différentes espèces. Mais
on a encore beaucoup de questions qui se posent. D'autant plus que la construction des arbres phylogénétiques est difficile, car selon les caractères choisis, on va obtenir des arbres phylogénétiques très différents. Prenons l'arbre que vous avez construit en classe. On a notre espèce extérieure, le chimpanzé, qui est considéré comme présentant les caractères ancestraux. Puis, en évoluant dans l'arbre vers la gauche, voilà ce que vous avez obtenu là. Alors, ici, les couleurs représentent la position du trou occipital. Donc on regarde un caractère. On voit que les 4 premières espèces présentent un trou occipital situé à l'arrière. Homo ergaster et Homo habilis ont un trou occipital situé au niveau intermédiaire. Le Homo sapiens, vous, et Homo neanderthalis ont un trou occipital centré qui permet une bipédie permanente et permet de courir. Notre arbre ici est cohérent. Alors, si on regarde maintenant le caractère prognatisme, c'est-à-dire le fait d'avoir la mâchoire avancée, soit le maxillaire, la partie haute de la mâchoire, soit la partie mandibulaire. Alors, chez les fossiles, on retrouve souvent que la partie haute du crâne, et donc le prognatisme va être plus ou moins avancé selon les espèces. Ici, le chimpanzé, le prognatisme est très prononcé, la mâchoire est très en avant, chez l'Australopithèque un peu moins, et chez Homo sapiens, le prognatisme est faible. Donc si on reprend notre arbre de tout à l'heure, chez le chimpanzé, on a bien un prognatisme prononcé. Chez les Paranthropus et les Australopithèques, mais aussi Homo habilis, on a un prognatisme intermédiaire. Et enfin, on a un prognatisme faible chez Homo ergaster, Homo neanderthalis et Homo sapiens. Et là, on voit qu'on a un problème, puisque sur 2 branches, le même caractère serait apparu, ce qui est totalement impossible. Notre arbre n'est donc pas cohérent ici pour le caractère prognatique. Enfin, si on regarde la saillie des pommettes, alors la saillie des pommettes, vous savez que les pommettes, ce sont les parties des joues, ça correspond en fait à cet os-là, qu'on appelle le masséter, qui est situé en dessous de l'œil sur le côté du crâne. Et bien, de la même façon, on va avoir une saillie des pommettes faible chez le chimpanzé, chez Homo sapiens, Homo neanderthalis et Homo ergaster, et forte chez les autres espèces. Encore une fois, sur la branche Homo ergaster et Homo habilis, on a un problème. Le caractère saillie forte des pommettes apparaît chez Homo habilis et serait apparu aussi chez les australopithèques. Ça n'est pas cohérent. En bilan, on peut dire que les espèces d'hominidés qui ont précédé l'homme actuel ne sont pas des ancêtres de l'homme, mais bien des espèces à part entière. La découverte de nouveaux fossiles peut remettre en cause la phylogénie préétablie, d'autant que les fossiles retrouvés sont en général très fragmentaires. On va trouver un bout d'os, une dent, un bout de mandibule, un bout de fémur. Et du coup, il est souvent très difficile de déterminer à quelle espèce appartient l'individu découvert, et donc d'établir des liens de parenté entre cette espèce et celles qui ont déjà été trouvées. Aucun fossile ne peut être à coup sûr considéré comme l'ancêtre de l'homme ou du chimpanzé. En résumé, mais c'est la phrase du programme que vous devez pouvoir ressortir au bac, la construction précise de l'arbre phylogénétique du genre Homo est controversée dans le détail. J'espère que cette vidéo vous a aidé et à bientôt en direct.